Qui disait que ça allait être facile contre l'Écosse? Que la semaine dernière on avait perdu parce que c'était l'équipe 2 et que là les titulaires allaient rentrer? Qu'on allait faire qu'une bouchée? J'ai vu passer de nombreux messages et de commentaires et d'articles qui abondaient dans ce sens-là. C'est ce que je vous avais dit dans le débrief, le nom des joueurs importe peu. À ce niveau-là, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a personne qui prend la balle et qui traverse le terrain tout seul. Et quand bien même tu aurais Dupont et Enco sur le terrain, tu peux quand même perdre ton match en Coupe du Monde contre l'Italie. Que tu joues l'Écosse ou l'Italie, il n'y a pas de match facile au niveau international. Il n'y a plus de match facile. Je prends souvent cet exemple de la Namibie qui, lors de la Coupe du Monde en 2019, mène 3-0 contre la Nouvelle-Zélande jusqu'à la 20e minute. Il mène 3-0 contre la Nouvelle-Zélande et tu vois l'entraîneur namibien, même lui il est scotché, il comprend pas ce qui se passe. Après il en a profité pendant 20 minutes avant de prendre 60 grains. Ou durant cette même Coupe du Monde, les Fidjiens qui se font battre par l'Uruguay. L'Uruguay et la Namibie qui sont dans notre poule. Donc oui, on a des bons joueurs, mais on joue pas à John Alomo rugby, c'est-à-dire que tu prends pas un joueur pour mettre des raffus et traverser tout le terrain. Enfin si, plutôt on les a ces joueurs pour traverser le terrain. Quand t'as un Penaud, il est capable de traverser le terrain. Mais les équipes en face aussi, elles ont des joueurs comme Penaud. Quand tu prends Van der Merwe, c'est à peu près le même profil. Ils ont rien à s'envier l'un à l'autre. Chacun a ses qualités et défauts, mais dire qu'un joueur il est totalement au-dessus et qui nous fera toujours gagner les matchs, je pense que c'est pas vrai. Et sur ce match, on a joué une équipe d'Écosse qui a été très indisciplinée. Et on s'est nourri de leurs erreurs. On a été ultra pragmatique. Mais quand on va jouer une équipe qui ne prendra pas 11 pénalités en une mi-temps, parce qu'il faut le rappeler, ils ont pris 11 pénalités en une mi-temps, on aura beaucoup moins de ballons pour se nourrir de leurs erreurs. Après, attention, c'est un match de préparation et c'est ce que j'avais dit dans une autre vidéo. C'est que sur les matchs de préparation, il y a souvent beaucoup de déchets techniques, des erreurs tactiques ou stratégiques, des fautes de choix, de la fatigue qui est accumulée avec la préparation physique. Les équipes, elles sont souvent en rodage parce qu'elles sont fait atomiser sur la préparation physique et surtout elles en gardent sous la pédale des tactiques, des stratégies, des micro-attaques que tu vois pas sur les matchs de préparation parce que l'objectif c'est la Coupe du Monde quand même. Dans mes débriefs, si tu le sais tant mieux, si tu le sais pas, je t'explique. On va s'intéresser au jeu plutôt qu'aux joueurs, à la physionomie du match plutôt qu'au physique des protagonistes et aux conséquences de certaines actions sur le terrain plutôt qu'aux répercussions sur la sélection ou non des joueurs pour la Coupe du Monde, ainsi qu'aux choix tactiques et stratégiques qui font basculer la rencontre. Chaque match c'est une histoire à part entière, un scénario unique et moi je me fais un plaisir d'essayer de comprendre ce scénario à chaque fois. Mais avant de commencer, si t'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner, de mettre la petite cloche, de lâcher ton meilleur pouce bleu et on y va. Autant la semaine dernière, il a fallu attendre la 5e minute de jeu pour voir la première passe complétée du match. Autant cette semaine, en 5 minutes, je pense que les Écossais ils nous ont expliqué le rythme qu'ils allaient mettre. En revanche, côté français, il a fallu attendre la 8e minute pour voir la première passe et la 12e minute pour voir la seconde passe. L'Écosse, c'est une équipe qui s'est développée avec cette capacité à tenir le ballon sur des séquences qui sont très longues. Très très longues. Ils font partie de cette catégorie d'équipes comme l'Italie, comme les Box, comme l'Irlande, qui vont tenir le ballon pour t'user. Et leur système de jeu, il n'est pas du tout imprévisible, bien au contraire. C'est même facilement lisible. Mais à chaque fois, sur chaque micro-attaque, tu as des sorties qui sont différentes. Et ces options, elles te permettent de mettre de la variation. Elles sont répétées et répétées aux entraînements. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir cette connexion sur les joueurs en attaque. Ils ont commencé leur prépa physique, comme le disait Galtier, 1 mois et demi avant nous, et tu sens qu'ils sont plus rodés là-dessus. Et au début de chaque séquence, c'est possible de bien défendre puisque les choix sont faciles à lire pour la défense. Le porteur du ballon, il a 2 ou 3 options. T'es organisé, tu circules, et plus les séquences elles durent, plus ça devient difficile. Tu dois garder ta lucidité, évidemment, et surtout tu dois être à l'heure. Si t'es en retard sur ta circulation, sur ton placement défensif, sur ton temps de réaction, ou sur ton anticipation, eh bien l'attaque elle va continuer à gagner du temps ou de l'espace. Là où au début t'as 3 options pour le porteur de balle et ça te paraît simple de défendre, au bout d'1 minute 30 de séquence de jeu, ces 3 options elles vont te paraître hardcore à défendre. Et le point fort dans le système de jeu de l'Écosse, c'est Finn Russell. Je m'explique. Là où la plupart des équipes, elles ont ces micro-attaques, ces patterns d'attaque dans le système de jeu qui ont plusieurs options différentes, la plupart du temps, elles se jouent devant la défense. C'est-à-dire que tu fais ton choix devant la défense. Et bien, il me semble que l'Écosse, elle a développé cette capacité à travailler autour de Finn Russell une fois que lui, il a déclenché son duel. Et Finn Russell, comme je l'expliquais dans la vidéo que j'ai faite sur lui, il a cette capacité à ressortir du contact avec essence. Et bien, les courses des joueurs varient autour de Finn Russell par rapport à ses prises d'initiative. C'est une façon de travailler qu'on commence à retrouver sur plusieurs nations. Tu intègres dans tes patterns d'attaque des attitudes au contact qui vont te permettre d'adapter la course des soutiens offensifs pour attaquer des espaces. Prenons un exemple basique comme celui-ci. Sur l'utilisation des 3 joueurs du bloc 12, en fonction de l'endroit où tu veux déplacer le ballon, avant, le premier joueur du bloc, il pouvait venir et quasiment systématiquement croiser pour 2 raisons. La première, car le 10, s'il veut porter un peu, il va porter en travers pour ouvrir le bassin et menacer un espace.
Et la seconde raison, c'est pour arrêter un défenseur. Quand il y a une croisée, tu arrêtes un défenseur. À mon avis, ils se sont aperçus que ça fonctionnait très peu pour arrêter un joueur, voire pas du tout. Eh bien, l'Écosse, et notamment Finn Russell, il s'approprie ce genre de pattern avec son changement de couloir toujours de la part du premier joueur du bloc 12, mais en le sollicitant après contact. Et ça va permettre d'ouvrir des espaces. Et sur chaque micro-attaque, il y a plusieurs patterns avec des attitudes au contact différentes et des changements d'axe de course différents. Tu as des attitudes au contact préférentielles et des circulations spécifiques qui en découlent. Et moi, c'est ce que j'adore au rugby. Bref, je m'égare, revenons à nos moutons. Ce premier essai écossais, il arrive après une séquence de possession de 3 minutes de l'Écosse durant laquelle ils vont avoir une pénalité. Et le choix, il est ultra intéressant. Vraiment très intéressant. Ils pourraient décider de prendre les points, mais ils choisissent la pénale touche. Alors oui, peut-être qu'il y avait cette volonté d'aller scorer, mais je pense également qu'ils avaient travaillé sur une très belle combinaison. Lorsque les lancements de jeu sur ballon porté sont bien effectués, ils sont indéfendables. C'est une course contre la montre pour la défense qui tente de rattraper un retard. Toutes les équipes pro, elles le maîtrisent parfaitement, et donc en défense, tu cherches à court-circuiter l'attaque en permanence. Et ce qui est intéressant sur cette touche, c'est la variation qu'ils vont mettre sur le ballon porté. On accuse Ramos sur l'essai à partir du ballon porté? Non, c'est trop facile. Ramos, il n'y est pour rien sur l'essai écossais. Tu vas me dire, bah si, il y a un 2 contre 1, et en plus, il monte à Mach 2, et il monte sur l'avant-dernier. Alors oui, il monte à Mach 2, mais en réalité, il a pas tort. Et je vais te donner mon avis. Les Écossais jouent très bien le coup. Ils partent sur une touche à 8+1 avec le 9 dans l'alignement et le 12 en relayeur. Pour la France, à ce niveau-là, c'est un vrai casse-tête. Ton adversaire te sort un positionnement que tu n'as pas anticipé et tu défends à 7 dans l'alignement. Et là, ça devient un petit peu plus complexe car attaquer sur ballon porté, c'est une suite logique de prise de décision. En fonction du positionnement de la défense, tu déportes ta zone d'attaque car la défense sera en retard. En gros, il y a 4 zones d'attaque et par rapport à la réaction des défenseurs sur le ballon porté, qu'il soit avant ou 3/4, la zone d'attaque, elle se déplace. Et c'est du traitement d'informations successif. Quand tu prends l'exemple de Dupont sur cette séquence, et c'est valable pour n'importe quel neuf, tu es dans la prise d'informations permanente en défense pour savoir quand tu pourras partir pour faire cette course contre la montre. En attaque, c'est pareil et tu attends pour savoir où sanctionner. J'ai créé une formation sur comment attaquer à partir de ballon porté qui dure 1h30 et qui coûte 79 €. Et c'est peut-être la formation que j'ai fait qui est la plus aboutie, tout simplement parce qu'elle est adaptable à n'importe quel niveau, sur des U16, sur des U18, U19, des joueurs en série ou des joueurs en fédéral. Je te mets le lien dans la description. C'est indéfendable en pro, alors sur le milieu amateur, je t'explique même pas, je te fais pas un dessin. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais grossièrement. Les Écossais réussissent à désaxer le ballon porté. Ils ont fait rentrer le 12 dans le ballon porté dès le début. C'est particulier car pour la France, tu changes les repères, il manque un attaquant dans la ligne et tu n'as plus de retard de temps à compenser. Et c'est pour ça que Ramos il a un positionnement si excentré. Il essaye tout simplement de prévenir d'un jeu au pied. Et l'Écosse elle n'est pas pressée. Quand tu attaques sur ballon porté, c'est la défense qui a un retard. En attaque, tu dois simplement être précis et être lucide sur tes choix. Et on le voit avec l'Écossais, il s'arrête même pour faire sa passe. Il n'est pas pressé. Et c'est impressionnant car d'habitude sur les lancements de jeu, bien sûr tu essayes d'attaquer avec autant de vitesse que possible pour arrêter la défense, mais sur ballon porté, il y a tellement de retard pour la défense que tu peux te permettre de t'arrêter. Et là, on se voit, il bloque ses appuis pour arrêter la défense. Alors là, je vais aller très vite et ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, il y a la formation. Le lancer en fond d'alignement, il consomme le verrouilleur français. On se retrouve avec Ntamak qui verrouille. Le ballon porté, il est désaxé et on n'arrive pas à ressortir en avant pour verrouiller entre le ballon porté et le 10 et donc décaler Ntamak. Je te passe le positionnement de Penaud et Dupont qui est tout à fait normal. Au moment où le 9 écossais fait sa passe, il y a déjà un décalage. Donc si on doit mettre la faute sur quelqu'un, c'est sûrement pas sur Ramos ou les 3/4, mais sur un avant. Quand il y a un problème, de toute façon, c'est toujours la faute des gros. Et quand tu marques, c'est grâce aux 3/4, évidemment. Tiens, regarde l'essai de Ntamak. Magnifiquement joué, il a eu une inspiration divine. Non, rien à voir. Sur les mêlées qui sont proches de l'embut adverse, c'est très dur d'attaquer puisqu'il n'y a pas de couverture dans le champ profond et donc tu attaques quasiment en égalité numérique. Sauf que le 9 écossais, il a pris un carton jaune. Ils ont fait le choix de rester à 8 en mêlée, ce qui se comprend parce que tu es proche de ton embut, mais le choix qu'ils font ensuite, il m'interpelle. Ils décident de ne pas mettre quelqu'un pour défendre en relayeur. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas se découvrir sur les extérieurs, mais qu'ils laissent la possibilité à Dupont de démarrer d'un côté ou de l'autre pour être le premier attaquant. Et ça, c'est un des points forts de la France. On est capable de faire le dos rond pendant longtemps et d'être très pragmatique quand il le faut. Mais là, on a semblé un petit peu bousculé. Sur la première pénalité, on prend les points. Et à la 17e minute, on a une pénalité et on décide d'aller en touche. Et là, on va avoir 4 pénalités successives et 3 fois de suite, on va en touche. Par contre, la dernière, on prend les points. C'est assez paradoxal parce qu'on a dépensé de l'énergie inutilement en espérant marquer un essai, alors que depuis le début, on a ce côté qui est vraiment clinique où tu viens chez l'adversaire, tu marques des points. Et peut-être qu'on avait aussi cette volonté de jouer parce que t'as pas vu la gonfle pendant 17 minutes. T'es chez toi sur le premier match, tu prépares la Coupe du Monde, les mecs ils ont pas joué depuis la finale de Top 14, pour certains. Et ça doit te démanger un petit peu quand même. Mais ce qui est rassurant, c'est que tu capitalises quand même cette possession par 3 points.
Et cette envie de jouer, je pense qu'on le ressent sur le contest de Villiers où on récupère une pénalité dans notre camp et Dupont joue rapidement la pénalité. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le match, on n'a pas énormément porté le ballon, mais par contre, on s'est énormément nourri des fautes de l'adversaire. Dès la reprise, les Écossais tentent de sortir avec une séquence à la main, ils perdent le ballon, Schoeman fait un en avant, et là, contre-attaque, paf, essai. Et sur la séquence, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la course de Aldrit. Il se retrouve avec le ballon, il fait une passe pour éloigner le ballon de récupération, tu l'éloignes de l'endroit où tu as récupéré, puisque c'est là où il y a une forte densité défensive, tu as envie d'aller attaquer les espaces libres. Et là, c'est la communication qu'il doit avoir avec Dupont pour venir attaquer ces fameux leaders défensifs. Il va avoir cette capacité à avoir une course en arc de cercle pour venir se projeter très rapidement avec beaucoup de vitesse. Et la communication, elle doit intervenir au moment du contact de Danty. Quand les deux ils sont côte à côte, tu sens qu'ils sont en train de préparer leur petit coup tous les deux. Et Dupont, il a même pas besoin de regarder, il vient juste lui faire une petite passe à l'aveugle, c'est magnifique. Et en revanche, l'essai pour moi, il intervient sur une action qui me semble litigieuse. On a Boudéan qui vient à la conservation, mais en réalité, il plaque littéralement le mec qui est en train de se relever et qui potentiellement sera un leader défensif. C'est-à-dire qu'il plonge, il perd ses appuis et il le fait tomber en même temps. Pour moi, c'est sanctionnable d'une pénalité. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo sur les enjeux du jeu pour la Coupe du Monde, quels vont être les enjeux en termes de jeu pour la Coupe du Monde, et j'aborde ce fameux sujet des rucks. On a donc Boudéan qui te supprime un leader défensif, et Dupont, il prend l'information sur le retour, et tu le vois qu'il prend l'information. Il y a deux Écossais dont un profil lent face à Dupont, Penaud et Aldrit. Je te fais pas de dessin, dans la tête des becs, ça va à 10 000, pouf, essai. Et c'est annoncé. On voit même le petit geste de Villiers qui veut y aller, il se rend compte que son timing n'est pas bon, et donc il attend, et ensuite il part pour être soutien intérieur. Et là on a le second essai. Et le second essai qui intervient dans la foulée, il vient aussi d'une contre-attaque avec une magnifique course de Olivon. Si tu veux avoir le débrief complet de cet essai qui est vraiment intéressant, je t'invite à souscrire dans la partie membre. Ah ouais, avec le temps que j'y passe, ça serait bien que vous souscriviez pour pouvoir me soutenir un petit peu plus les gars et les filles. Tu as fait 5 minutes magiques en début de seconde période, tu mènes 27-10 et tu te dis on est la France, il va rien nous arriver, on va leur marcher dessus pendant la fin du match. C'est fini, ils vont prendre une pilule. Mais faut pas oublier que nous on est 3e nation mondiale maintenant et que les Écossais c'est la 5e nation mondiale, il n'y a pas un écart énorme. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'on a manqué de précision et d'efficacité. Sur quelques actions qui peuvent te paraître anodines sur un match, mais ces actions qui doivent te permettre d'avoir des possessions efficaces, de mettre l'adversaire en difficulté, de le faire reculer ou d'avoir des situations positives, tu les rates ou l'adversaire défend bien. Et l'Écosse a cette action que je trouve géniale et qui pour moi les remet dans le match. On a une mêlée et sur le lancement de jeu, Finn Russell vient défendre sur le premier receveur qui est Damien Penaud. Jusque là, pas de souci. Damien Penaud effectue sa passe. Et là, ce qui va être intéressant, c'est la course de Russell qui vient faire office de virus dans la ligne française. C'est-à-dire qu'il vient attaquer au milieu des Français. Et on va se retrouver avec Ficou qui arrive au contact. Et quand Ficou arrive au contact, il arrive à plus ou moins ressortir les bras pour pouvoir faire une passe après contact et faire vivre le ballon. Et dans ce genre de situation, en fait, sur un lancement de jeu, une fois que tu as gagné ton duel, tu peux te permettre de jeter même ton ballon derrière toi. Tu sais qu'il n'y a que des partenaires derrière toi normalement pour récupérer la balle. Et ben là, il y a Finn Russell qui s'est incrusté au milieu de ta ligne d'attaque et qui intercepte le ballon. Perso, j'adore. Et ensuite, ça s'enchaîne. Par exemple, sur ce lancement de jeu, Dupont rate sa passe. En soi, tu peux te dire c'est pas trop grave. Mais ce qui est paradoxal, et c'est là où on voit le manque de réglage, c'est qu'en 2022, contre les Gallois, on a strictement le même lancement de jeu contre les Gallois avec les mêmes joueurs. Sauf qu'en 2022, Dupont réussit sa passe et on se retrouve avec un franchissement de Villiers. Donc une action qui, sur un lancement de jeu où tu connais les zones de break, le lancement de jeu est bien réalisé, tu gagnes du terrain et tu franchis. Et là, pour le coup, on a le même lancement de jeu, les mêmes joueurs, Dupont rate sa passe et tu te retrouves avec une situation sous pression. Et depuis le début, notre jeu au pied, il est excellent. Ramos, il met du 100% au pied, il me semble. Tous les jeux au pied de dégagement de sortie de camp sont propres et tu as cette action où Ramos met un coup de pompe et bam, ça va sortir en ballon mort. Donc au lieu d'avoir un jeu au pied qui est très positif, où il va y avoir un ballon qui va traîner à 5 mètres de l'embut écossais ou dans l'embut écossais, là tu te retrouves avec une balle au mort et un lancement de jeu écossais sur tes 40 mètres. Et là où d'habitude tu respires la sérénité, tu as l'impression là de la perdre progressivement. Et c'est paradoxal, on a 17 points d'avance à ce moment-là du match, il y a 17-10. Mais t'as pas l'air serein, t'as plus l'air serein. Et ce moment, c'est pour moi le parfait exemple. T'es sorti de ton camp et l'Écosse va avoir une touche sur tes 40 mètres. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le ballon, quand il sort en touche, tu peux potentiellement jouer la touche vite si elle est pour toi la touche. Sauf si ça a touché une balustrade ou un élément extérieur au jeu. Et ensuite, le second critère, si tu ne la joues pas vite la touche, c'est que l'alignement soit formé. L'alignement, il est formé à partir du moment où il y a 2 joueurs de chaque équipe qui sont dans l'alignement. Tu considères que l'alignement est formé et donc tu peux lancer le ballon en touche. Donc c'est à la défense aussi de se placer rapidement. Et les Écossais, ils jouent très bien le coup. Ils se posent pas la question de savoir, ok, on va attendre que la défense se mette en place pour pouvoir défendre correctement, s'organiser. Et là, on voit ce petit moment de panique où les Français se disent, bah mince, en fait, ils vont jouer vite et nous, on n'est pas
pas prêt. Et donc, il se resserre légèrement, Antonio, pour embêter un peu l'alignement. Et là, bam, tu prends un bras cassé puisque tu ne respectes pas, en fait, ce couloir de 1 mètre qu'il doit y avoir entre les deux alignements. Et l'arbitre, il a raison de mettre un coup franc là-dessus, il a raison de mettre un bras cassé. Ça fait partie des règles, c'est le règlement. Il applique simplement le règlement. Nous, on n'était pas prêts, on prend un bras cassé. Et ça arrive tellement rarement au niveau international, ça, de prendre un bras cassé sur une touche, que c'est vraiment paradoxal. Et t'as pas d'excuse parce que Antonio, il vient simplement de rentrer en jeu. Il est tout frais, on est à la 60e minute, mais il est tout frais. Et là, coup du sort, t'as Ntamak qui sort sur blessure. Et tu commences à manquer d'efficacité. Tu te retrouves avec une possession à 5 mètres de l'embut adverse. Tu as la possibilité de creuser l'écart, de marquer. Et là, erreur d'appréciation, t'es pas en danger, t'es pas coupé de tes soutiens. Par contre, on a 2 soutiens offensifs français qui viennent nettoyer un défenseur. Et un défenseur qui ne conteste pas le ballon. Et là, il va y avoir un contest écossais, tu perds la possession de la balle. En défense, on m'a semblé très organisé. Et je trouve que par moments, on a réussi à mettre une excellente pression sur Russell. Notamment quand ils effectuent ces petits jeux en pivot pour pouvoir déplacer le ballon. Et qu'on avait un Français qui sortait de la ligne défensive sur le temps de passe pivot pour pouvoir mettre cette grosse pression à Finn Russell. Et c'est très intéressant ça, parce que Finn Russell, c'est un joueur, on n'a pas envie de le laisser animer, on n'a pas envie de le laisser prendre des initiatives, prendre le temps de regarder ce qui se passe et de faire ses gris-gris. Et donc on a réussi par moment à lui mettre une très grosse pression comme ça. Mais quand tu laisses trop la possession à une équipe, au bout d'un moment, la défense, c'est beaucoup plus dur de garder cette lucidité. Et c'est même normal, j'ai envie de te dire, sur des très longues séquences, de faire des erreurs. Et c'est ce qui va se passer sur l'essai de Van der Merwe. Il y a une très mauvaise appréciation de Danty. On a un pseudo-surnombre, c'est un 5 contre 4. À ce niveau-là, 5 contre 4, c'est un surnombre, mais c'est pas non plus un très gros surnombre. Là, tu as 2 possibilités. Soit tu vas contrôler en défense, c'est-à-dire que tu vas passer en fréquence, tu vas attendre, et sur les temps de passe, tout le monde va se décaler en même temps. D'accord? Tu vas essayer de pousser l'attaque vers la touche. Ou alors, tu peux éventuellement décider de venir couper les extérieurs, puisque le but au rugby, c'est de gagner du terrain. Donc en défense, tu cherches à oppresser l'adversaire, à gagner du terrain. Et dans ce cas, tu peux avoir le dernier ou l'avant-dernier qui va monter avec une défense en coupe. Mais ça implique une chose, c'est que ton -1 ou ton -2 en défense, il compense dans ton dos les espaces libres que tu vas laisser sur l'extérieur. Et ça, tu le fais, et c'est généralement des 3/4 qui viennent compenser, ou des 3e lignes, des profils rapides, puisque tu vas avoir beaucoup de terrain à couvrir, enfin une certaine distance à couvrir en très peu de temps. Sauf que là, très mauvaise appréciation de Danty, il prend cette initiative avec Antonio en -1. Antonio, il a beau être frais, c'est un pilier. C'est un joueur, tu vas lui demander, en fait, lui, il va prendre son pied quand il va y avoir des zones de combat, quand il va y avoir des mêlées, des touches, quand il va toucher un petit peu de ballon, mais il va pas prendre son pied, il va pas être efficace pour couvrir des grandes zones à défendre et à les défendre, en fait, sur des profils rapides. Et donc, Danty a une mauvaise appréciation, il y a un décalage, et après, à ce niveau-là, ça va extrêmement vite. T'as le franchissement, et sur l'action d'après, t'as une passe essai. Et les erreurs, elles continuent, t'as encore une possession dans les 22 mètres adverses, et paf, tu nettoies le soutien offensif, et tu déblais encore le soutien défensif. Sauf que là, pas de chance, il est même pas au contact du porteur du ballon, et sur ta possession de balle, t'as tellement pas envie qu'il te ralentisse le ballon que tu anticipes pour le nettoyer, et pouf, tu prends une autre pénalité. Et là où tu t'en sortais bien en défense, que sur le jeu en pivot, tu arrivais à mettre une grosse pression sur Finn Russell et limiter en fait les prises d'initiative, tu te relâches. Et donc ça amène un franchissement, tu prends une pénalité, et même chose, une erreur entre guillemets de cadet. Une erreur, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur de concentration. Tu ne te replaces pas vite, il joue rapidement la pénalité et pouf, il marque. Et quand tu commences à douter, ça devient de plus en plus difficile. Sur le dernier essai écossais, c'est qui le fautif? Parce que c'est extrêmement bien joué de la part du 9 écossais. Mais moi, j'aime bien trouver le ou les fautifs. Pas pour cibler, mais le but c'est de ne pas reproduire la même erreur et d'essayer de comprendre. Le 9 porte le ballon, il menace 2 joueurs, il pousse au pied et l'ailier réussit à les marquer. Alors on pourrait dire que c'est de la faute de Biel Biarré. Quand Ramos monte, il doit venir couvrir dans l'axe du ballon. Mais on pourrait aussi dire que c'est de la faute de Penaud, car c'est à lui de décrocher pour dire à Louis de pousser. En réalité, tout ça va tellement vite. Tant que le 9 ne joue pas sens sur le ruck, Penaud ne peut pas décrocher. En revanche, dès que la passe est faite, il doit décrocher et pousser Louis. S'il le fait, le terrain il est couvert. J'ai essayé de comprendre pourquoi il le fait pas et il y a 2 options. La première, c'est que c'est un match de reprise et t'as la tête un petit peu dans le seau. Il y a l'Écosse qui revient, la fatigue et tu perds en lucidité. La seconde, c'est que sur le ruck, il n'y a pas de surnombre. Tu es correctement placé. Alors j'opte plutôt pour la seconde option. Mais alors pourquoi ça va aussi vite après ? Pour comprendre, il faut revenir de là où ça part. Il faut revenir sur le jeu au pied de Biel Biarré qui intervient après un long ping-pong et échange de jeu au pied. Quand tu as des longs échanges au pied, les défenses elles se déstructurent au fur et à mesure. C'est dur de trouver des repères parce que tu es obligé d'avancer, de reculer en permanence. Et donc tu vas avoir ce premier ruck et il n'y a pas spécialement de surnombre. Donc Penaud ne se dit pas que Ramos va devoir monter. Sauf qu'il n'y a pas de surnombre mais il y a un rapport qualitatif.
On se retrouve avec un deuxième ligne, 3 premières lignes et un ailier pour défendre face à 5 3/4. Mismatch. Tu opposes Tuipulotu, qui a été énorme sur tous ses duels, face à Antonio, Gros et Bourgarit. Et donc la faute de qui? Eh ben moi je pense que c'est de la faute de Boudéon. Oui, monsieur au combat qui est très fort, qui est extrêmement généreux, mais qui vient de passer au centre. Quand tu te défends, notamment au centre, il va falloir que tu te redistribues très vite et que tu prennes les informations pour aller couvrir les espaces libres. Tu cherches à mettre tes 3/4 dans des positions où ils vont devoir défendre face à des espaces. Tu n'as pas envie de laisser des premières lignes défendre dans le couloir des 15 mètres. Et alors là, on a Boudéan qui passe centre sur un match international pour sa deuxième sélection. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup l'habitude de jouer centre à La Rochelle. Les Rochelais, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu passer centre. Et il a peut-être toutes les caractéristiques parce que physiquement, waouh, à mon avis, ça doit dépoter au centre. Mais il faut que tu aies la lucidité d'aller couvrir les extérieurs. Et quand tu n'as pas l'habitude de jouer à un poste, je pense que c'est extrêmement difficile déjà de trouver des repères. Mais à ce niveau-là, ça va tellement vite que de sortir dans ta zone de confort et ce que tu es habitué à faire sur un terrain de rugby, on t'en demande plus et plus de réflexion. Et je suis pas sûr qu'il ait eu les capacités ou la réflexion nécessaire pour le faire. Et j'ai même l'impression qu'on voit Ficou à un moment qui dit ouais, il faut aller là-bas. Et je sais pas si c'est à Boudéan qui parle, mais on le voit, il fait vas-y. On pourrait aussi cibler Macalo et Woki. Ils auraient très bien pu switcher et changer de place avec la première ligne. Mais ils ne font pas. Donc oui, pour moi, l'erreur part de Boudéan sur l'essai. Encore la faute des avants. J'adore les matchs avec plein de choses à raconter et analyser. Mais ce qui est surprenant, c'est que pour moi, on a joué une équipe d'Écosse qui a fait énormément de fautes. Elle a fait énormément de fautes. 11 pénalités en première mi-temps. Pourtant, c'est elle qui a touché tous les ballons. Il me semble que si on prend les statistiques du match, il y a 54 ballons, 54 passes qui ont été effectuées par Finn Russell contre 5 pour Ntamak. Mais attention, la préparation, elle continue. Un énorme merci à tous ceux qui me soutiennent, vraiment. J'essaie de répondre aux commentaires, mais je produis beaucoup en ce moment et donc je passe sur moi à travers certains commentaires. Si tu apprécies mon travail, tu peux me soutenir de plusieurs façons. Tu peux devenir membre de la chaîne pour un petit abonnement entre 1 et 5 euros, sachant que sur 1 euro, il y a une commission d'environ 35% de la part de YouTube et derrière, je paye 25% de charge. Donc il doit me rester un peu moins de 50 centimes sur les 1 euro que tu donnes. Donc il faut quand même quelques membres à 1 euro si je veux pouvoir continuer proprement à faire le taf. Tu as le droit aussi de lâcher des tips ou des pourboires à hauteur de ce que tu peux, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'as pas la possibilité de lâcher un petit pourboire pour me soutenir dans mon travail, la meilleure chose pour moi en fait c'est de partager à tes collègues de ton club de rugby, de ton équipe ou de ton taf qui apprécie le rugby pour leur proposer en fait mes analyses. Plus la communauté elle grandit et plus j'ai des chances de pouvoir continuer à faire le boulot. Après j'ai aussi des petits sponsors comme Shilton qui vient de m'envoyer ça. C'est Habib pour la Coupe du Monde de la France. Franchement ce polo il est top. Vous avez 10% de réduction si vous voulez le commander. Vous avez le lien dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Et si ça fait tourner les sponsors, même chose, ils vont renouveler l'opération. Et puis c'est gagnant pour tout le monde. Si tu as regardé la vidéo jusque-là, de toute façon, je pense que ça t'intéresse un petit peu mon point de vue. Moi, ça me prend beaucoup de temps de le faire. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve des financements derrière pour m'accorder ce temps-là, tout simplement. Et allez, topette, on se revoit à Nantes.